Salut à tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle exploration approfondie. C'est toujours un immense plaisir de se plonger dans des sujets qui transforment concrètement et visiblement le monde qui nous entoure. Oui, tout à fait. Surtout avec le sujet d'aujourd'hui. Exactement. Aujourd'hui, on s'attaque à un dossier monumental. Un dossier qui touche littéralement aux fondations même d'une métropole majeure, puisqu'on parle de Montréal. C'est un corpus documentaire qui tombe vraiment à un moment charnière, tu vois. Et les documents sur lesquels on s'appuie viennent d'une publication particulièrement riche qui s'intitule, je cite, « Montréal 2050, le grand virage des quartiers est amorcé ». Une ressource très complète, oui. Pour ceux que ça intéresse, c'est un rapport exhaustif qui est disponible en texte et en audio sur les plateformes wikiresidence.ca et infodrone.ca. Et la quantité d'informations qu'on y trouve, que ce soit technique, économique ou réglementaire, est juste impressionnante. Ce n'est pas qu'une simple mise à jour administrative, hein. Bah non, c'est clair. C'est littéralement le mode d'emploi d'une mutation urbaine sans précédent. Et notre mission aujourd'hui, c'est justement de rendre ce fameux mode d'emploi un peu plus digeste. Exactement. Pour quiconque s'intéresse de près ou de loin à l'évolution urbaine, à l'immobilier ou juste à la façon dont nos grandes villes s'adaptent au futur, c'est crucial de comprendre cette transformation colossale. C'est vital même. L'objectif de l'émission, c'est de synthétiser toutes ces nouvelles règles, de décoder les subventions qui sont disponibles maintenant, en cette année 2026, et de voir à grande échelle comment ce plan directeur redessine la carte. Bon, décortiquons tout ça. Parfait. Par quoi on commence pour vraiment saisir l'importance et surtout l'urgence de ce moment précis? Eh bien, la première étape indispensable, c'est de poser le contexte temporel de ce plan. On parle du plan d'urbanisme et de mobilité, le fameux PUM 2050. Qui a été adopté récemment, c'est ça? Oui, adopté en juin 2025. Et ce document maître vient remplacer l'ancien plan d'urbanisme, un plan qui datait de, tiens-toi bien, 2004. Ah ouais, 2004. Ça commence vraiment à dater. Si on s'arrête une seconde pour y penser, 2004, c'était avant l'arrivée des téléphones intelligents. C'est vrai. Avant que la crise climatique ne dicte les politiques publiques de manière aussi agressive, et surtout bien avant que la crise du logement n'atteigne les sommets dramatiques actuels. Donc ce nouveau PUM, c'est en fait une véritable course contre la montre. Absolument. C'est une course pour rattraper 2 décennies de changements sociétaux. Il faut faire face à ces 2 urgences, le climat et le logement, de façon simultanée. Quand on lit le document, on réalise très vite que l'ambition de la ville, c'est pas juste de faire des petites retouches esthétiques. Non, pas du tout. L'ampleur de la vision macroscopique est stupéfiante. On sent vraiment que la machine municipale veut forcer un changement de paradigme complet. Mais quels sont les vrais chiffres derrière cette ambition? On parle de sommes astronomiques, là. Le moteur économique décrit est massif, oui. On anticipe des investissements globaux si on combine les efforts du secteur public et les capitaux privés qui pourraient allègrement franchir la barre des 100 milliards de dollars d'ici 2050. 100 milliards. C'est énorme. C'est un chiffre qui reflète la sévérité des objectifs fixés. Par exemple, la cible de création de logements est fixée à 200 000 nouvelles unités. Et il y a un détail là-dedans qui change absolument toute la dynamique du marché, non? Exact. 20% de ces 200 000 logements devront obligatoirement être hors marché. Ce concept de logement hors marché revient constamment dans le rapport. Concrètement, ça veut dire qu'on parle de 40 000 unités. Qui sont structurellement soustraites à la spéculation immobilière traditionnelle. Voilà. C'est une façon pour la métropole de s'assurer qu'une part significative de la population ne sera jamais évincée par les fluctuations sauvages des taux d'intérêt. Ou par la gentrification accélérée, oui. Et la stratégie de développement ne s'arrête pas à mettre des toits sur des têtes. La mobilité est aussi un gros morceau. Énorme. La mobilité et l'environnement sont traités avec la même agressivité. Le plan prévoit la création de 180 km de nouvelles lignes de tramway. 180 km, c'est un réseau entier, ça? L'objectif déclaré, c'est que 75% des déplacements quotidiens se fassent en transport actif ou collectif. Et sur le plan purement écologique? Eh bien, 459 hectares de milieux humides sont désormais sanctuarisés. Ce qui est un changement radical par rapport aux pratiques d'avant. Totalement. Historiquement, un promoteur pouvait parfois contourner ces zones avec des compensations financières. Le PUIM 2050 ferme cette porte définitivement. Et il y a aussi ce vaste chantier de préservation du patrimoine. Oui, avec l'inspection préventive obligatoire de 8000 bâtiments patrimoniaux, on parle des bâtiments de 6 logements et plus, et ça doit se faire au cours des 5 prochaines années. C'est un véritable rouleau compresseur réglementaire.
Il est facile de voir les 180 km de tramway comme de simples infrastructures, mais il y a une philosophie claire derrière tout ça. Ce qui est fascinant ici, c'est l'impact social profond de toutes ces mesures combinées. On ne veut pas juste faire bouger les gens d'un point A à un point B. Non, on veut changer la façon dont ils vivent leur quartier au quotidien. Toute cette infrastructure pointe vers un concept central, la fameuse ville de 15 minutes. C'est-à-dire l'idée que tout le monde ait accès à l'essentiel, tout près de chez soi. C'est ça. La volonté politique, c'est que 75% de la population montréalaise puisse trouver ses services essentiels, ses commerces, ses écoles et un accès au transport lourd à moins de 15 minutes de marche ou de vélo de son domicile. Donc l'enjeu n'est pas uniquement environnemental. Pas du tout, c'est un outil majeur de réduction des inégalités territoriales. L'idée, c'est d'abolir cette fracture entre les quartiers centraux surdesservis et les banlieues de première couronne qui agissent souvent comme des déserts de services. Cette grande vision globale crée inévitablement une onde de choc à l'échelle locale. La métropole dicte les grandes lignes, mais à la fin, ce sont les arrondissements qui doivent appliquer leurs recettes. Et l'adaptation ne se fait pas au même rythme partout. Heureusement, la petite patrie semble avoir pris une longueur d'avance, non? Ils ont été les premiers à adapter concrètement leurs propres règlements pour s'arrimer au PUM 2050. Oui, ils ont un peu servi de laboratoire. L'effet domino est d'ailleurs très visible à travers la ville. Chaque secteur ajuste la théorie à sa réalité de terrain. Par exemple, pour Villeray-Saint-Michel Parc Extension, ça se passe comment? Eux, ils ont choisi une approche plus graduelle, divisée en 2 phases. Dès ce printemps 2026, ils ajustent leur règlement discrétionnaire pour donner une marge de manœuvre immédiate. Ce qui prépare le terrain pour la suite. Exactement. Ça prépare une réécriture complète et définitive de leur zonage d'ici 2027. Et dans le centre-ville, à Ville-Marie, c'est une autre dynamique. Oui, c'est l'hyperdensité là-bas. Le projet de règlement de concordance a été adopté dès la fin 2025, avec une obsession très claire, protéger le bâti patrimonial existant et faciliter l'injection de ces fameux logements hors marché. Pendant ce temps, le Sud-Ouest s'est lancé dans une démarche participative étalée sur 2 ans. C'est très intéressant comme approche. Ils consultent massivement la population pour moderniser la réglementation avec l'objectif de verdir drastiquement un secteur au passé très industriel. Et du côté du plateau Mont-Royal et de l'arrondissement du Sud, des zones qui sont déjà super denses. Là, l'effort se concentre sur la révision fine des critères architecturaux. Ils calquent leurs exigences sur ce que le plan directeur appelle les nouvelles séquences urbaines. Cette transition de la théorie centralisée vers la pratique ultra-locale, c'est crucial. Mais pour la population, les propriétaires ou les promoteurs en gros, l'ancien manuel de règles a été jeté par la fenêtre. Totalement. Naviguer dans ce nouvel environnement demande une compréhension très pointue des nouveaux outils. C'est ici que ça devient vraiment intéressant. Comment la population peut-elle survivre à cette mer de règlements sans s'y noyer? Heureusement, la documentation propose un guide pratique, une sorte de lexique de l'urbaniste pour déchiffrer tout ce jargon. Le premier réflexe suggéré, c'est d'ailleurs d'aller consulter la carte interactive de son propre arrondissement pour identifier sa fameuse séquence urbaine. Oui. L'enjeu principal de cette vérification, c'est de savoir si le terrain permet ce qu'on appelle la densification douce. Et le terme magique qui est sur toutes les lèvres en ce moment, c'est l'UAH. Mais de quoi parle-t-on exactement? L'UAH désigne l'unité d'habitation accessoire. C'est vraiment la pierre angulaire de la stratégie résidentielle du PUMEM 2050. Dans un langage plus familier, on parle des maisons de fond de cour ou des studios de jardin. Exactement. La ville encourage agressivement cette pratique parce qu'elle résout un problème complexe: comment augmenter drastiquement le nombre de logements disponibles sans raser les quartiers existants. Parce que les fameux plex montréalais avec leurs escaliers extérieurs, c'est l'identité visuelle de la ville. On ne veut pas perdre ça. C'est ça. Les UHA permettent d'ajouter de la densité dans les espaces résiduels, souvent les grandes cours arrière, tout en préservant le tissu bâti historique. Je me mets à la place de quelqu'un qui se dit « Parfait, je vais raser mon vieux garage délabré et construire un studio ultra moderne ». Mais la question de la démolition est devenue un terrain miné, non? Oh oui. On ne peut plus simplement envoyer la machinerie lourde parce qu'on a un beau projet de remplacement. Le droit à la démolition est devenu une rareté. C'est traité comme l'ultime recours. Dans des secteurs comme Ville-Marie ou Villeray, la charge de la preuve a été complètement inversée. Il ne suffit plus de démontrer que le nouveau projet est beau ou utile. Il faut prouver que l'ancien est foutu. Exactement. Il faut prouver, étude d'ingénierie à l'appui, que le bâtiment existant est littéralement irrécupérable. Et de plus, la notion même de patrimoine a été considérablement élargie. Même si ce n'est pas classé monument historique.
Tout à fait. Même si une maison n'est pas officiellement citée au registre, son simple intérêt architectural ou son intégration dans l'histoire d'une rue va obliger les propriétaires à fournir une étude patrimoniale exhaustive avant la moindre altération majeure. Ce qui nous propulse directement dans un autre cauchemar bureaucratique pour les non-initiés, un acronyme très redouté, le PIIA, et son comité associé, le CCU. Ah oui, c'est pas juste du langage de fonctionnaire, hein, ça a des impacts très réels. Pour comprendre l'impact, imaginons un scénario très commun. Un propriétaire possède un duplex des années 1920 de Rosemont. Il veut ajouter un 3e étage pour loger sa famille grandissante. Avant, on vérifiait la hauteur maximale permise et les marges de recul, et c'était bon. C'est une excellente illustration. Aujourd'hui, avec ce fameux PIA, ça va beaucoup plus loin. Le PIA, qui signifie Plan d'implantation et d'intégration architecturale, change la nature même de l'évaluation d'un permis. Le projet n'est plus seulement jugé sur des critères mathématiques. Non, il est évalué sur son esthétisme et son intégration. Ce propriétaire dans Rosemont va voir son projet soumis au CCU, le Comité consultatif d'urbanisme. Un comité formé d'élus, d'architectes et de citoyens. C'est ça, et ils vont littéralement débattre de la couleur de la nouvelle brique, de la proportion des fenêtres par rapport à celle du voisin de gauche, ou de la saillie de la corniche. Et bien que le comité ne soit que consultatif sur papier, dans les faits, les conseils d'arrondissement suivent presque systématiquement leurs recommandations. Systématiquement, oui. Et pour quiconque jongle avec un financement ou des entrepreneurs, ce niveau de micro-gestion esthétique a un coût temporel énorme. Se soumettre à l'évaluation du CCU dans le cadre d'un PIA, ça ajoute couramment entre 2 et 4 mois au processus d'obtention d'un permis. Au minimum. Et quand on sait à quel point il est difficile de réserver des travailleurs de la construction, ce délai peut faire dérailler un projet entier. Mais le fardeau administratif est réel, la ville en est consciente. Y a-t-il une porte de sortie, Vel ? Oui, le système intègre une soupape de sécurité pour l'innovation. Un autre outil au nom très technique, le PPCMOI. Soit le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. C'est la voie d'exception par excellence. Prenons un projet immobilier qui déroge aux règles strictes. Disons qu'il propose une densité supérieure à ce qui est autorisé sur cette rue spécifique. En temps normal, la demande est rejetée sur le champ. Cependant, si ce projet inclut une proportion exceptionnellement élevée de logements abordables ou intègre des technologies vertes avant-gardistes, le conseil d'arrondissement peut utiliser ce pouvoir discrétionnaire pour l'approuver malgré les dérogations. C'est une façon de contourner la rigidité du zonage pour récompenser les projets qui servent le bien commun, dictés par le Plume 2050. Exactement. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? On a un plan ambitieux, on veut protéger le patrimoine, construire des studios dans les cours, forcer la transition énergétique, et on soumet le tout à des comités d'esthétique. Ça fait beaucoup. La question inévitable qui se pose pour la population, c'est comment on finance ces immenses exigences sans provoquer une vague de faillite chez les petits propriétaires. C'est le nerf de la guerre. L'acceptabilité sociale d'un virage aussi brutal repose entièrement sur le soutien financier. Et la métropole a mis en place des leviers économiques très généreux en cette année 2026. Le programme phare, qui a été recalibré pour atteindre les objectifs climatiques, c'est Éco-Rénov' Montréal. Les montants en jeu sont considérables. Pour les propriétaires de multilogements, l'aide directe peut grimper jusqu'à 25 000 $ par bâtiment. Ça subventionne des travaux lourds comme l'isolation thermique complète de l'enveloppe, le remplacement de toitures traditionnelles par des toits blancs ou verts, ou l'installation de thermopompes à haute efficacité. Pour remplacer les vieux systèmes polluants. L'objectif chiffré est d'obtenir une réduction de 30% de la consommation énergétique. C'est très ambitieux. Mais il y a aussi le défi des bâtiments qui tombent littéralement en ruine. Oui, dans les quartiers plus anciens où les problèmes ne sont pas qu'écologiques mais aussi structurels. Tout à fait. C'est là qu'intervient le PRR, le programme de rénovation résidentielle. Dans des arrondissements comme le Sud-Ouest, où le parc immobilier présente de sérieux signes de fatigue, le PRR vient financer la correction de défectuosité majeure. On parle de fondations qui s'affaissent, de problèmes de structure ou de systèmes électriques dangereux. Le programme prend en charge jusqu'à 50% des coûts admissibles, avec un plafond fixé à 15 000 $ par logement. C'est une aide précieuse. Et pour boucler la boucle sur l'obsession de la préservation, il faut aussi mentionner l'initiative Logivert et Patrimoine. Oui, c'est une enveloppe municipale dédiée de 12 millions de $ par an. Elle sert spécifiquement à financer de l'orfèvrerie architecturale. Remplacer des fenêtres par des répliques exactes en bois, restaurer des corniches historiques ou refaire de la maçonnerie traditionnelle. C'est fascinant de voir comment la subvention oriente le comportement. Mais parlons chiffres concrets. Si je suis propriétaire, l'idée de m'embarquer dans ces travaux peut me terrifier.
Heureusement, les documents fournissent une analyse de rentabilité qui permet d'y voir plus clair. Tout à fait. Prenons un exemple du rapport. Si quelqu'un décide de refaire son isolation et d'ajouter un toit vert, le coût estimé est d'environ 35 000 $. C'est une somme. Mais si on soustrait la subvention de 10 000 $ et qu'on ajoute à cela une augmentation estimée de la valeur immobilière de 8 à 12 %, la mathématique rend la décision beaucoup moins difficile. La même logique s'applique pour une thermopompe. C'est un investissement de 12 000 $, adouci par une aide de 5 000 $ et des économies mensuelles immédiates sur la facture d'électricité. Le calcul est vraiment conçu pour être incitatif. Mais le retour sur investissement le plus spectaculaire concerne les fameuses UHA. La construction d'un studio de jardin de qualité est estimée à environ 150 000 $. Pour inciter les gens à franchir le pas, la ville offre non seulement un accès gratuit à des architectes conseils pour garantir que le projet passe l'étape du CCU, mais elle accorde aussi des crédits de taxes foncières étalés sur 3 ans. Au bout du compte, le propriétaire génère un nouveau revenu locatif récurrent tout en augmentant la valeur globale de sa propriété d'environ 20 %. Quand on met tous ces éléments bout à bout, le calcul financier semble presque trop beau pour être ignoré, mais j'imagine qu'avec autant d'argent public distribué, la bureaucratie ne laisse aucune place à l'erreur. Si on relie ça à la situation dans son ensemble, le cadre est extrêmement avantageux, mais il cache un piège majeur souligné par les experts dans le rapport. Quel piège, Evelyne! Avant d'acheter la moindre planche de bois ou de verser un acompte, il y a des règles de conformité absolue. L'entrepreneur engagé doit obligatoirement détenir une licence valide de la Régie du bâtiment du Québec, la RBQ. Ça semble logique. Mais c'est plus insidieux encore. Les matériaux choisis, de l'isolant jusqu'au modèle de fenêtre, doivent figurer sur la liste très stricte des produits homologués par le programme Éco-Réno. Et si on dévie de cette liste? Une seule dérogation, un seul choix d'un produit non listé, et c'est l'ensemble de la demande de subvention qui est invalidée. Sans appel possible. C'est un avertissement retentissant. Pour résumer cette vaste exploration, on constate que Montréal ne fait pas que parler de transition, elle la légifère rue par rue. Le PUM 2050 impose un contrôle presque chirurgical sur ce qui peut être construit, modifié ou préservé. L'ère des démolitions faciles est révolue, remplacée par des comités d'esthétique rigoureux. Mais en contrepartie, cette nouvelle rigidité s'accompagne d'une créativité sans précédent pour densifier l'espace. Avec ces studios de jardin en pleine expansion, oui. Et un soutien financier massif pour aider la population à suivre la cadence. Cela soulève une question importante. Si l'on s'éloigne un instant de la froideur des règlements de zonage et des taux de rendement financier, la transformation physique de la ville aura des répercussions inattendues. Tu penses à quoi en particulier? Eh bien, le plan pousse massivement à la création de ces milliers de micro-habitations dans les cours arrières. Historiquement, le réseau de ruelles vertes de Montréal est un sanctuaire. C'est vrai. Ce sont des espaces partagés où les enfants jouent en sécurité, où le voisinage se croise et discute. Ça offre un paysage acoustique apaisé, loin du trafic. L'insertion systématique de nouvelles structures habitées dans ces espaces semi-prouvés va inévitablement modifier la dynamique de la ruelle. C'est un point fascinant. Comment préservera-t-on l'intimité, la tranquillité et le tissu social si unique de ces lieux, quand les cours arrière deviendront des rues secondaires habitées à l'année? C'est le défi silencieux de la densification douce. C'est une réflexion excellente à garder en tête. L'urbanisme, au-delà du béton et des lois, dicte ultimement notre façon d'interagir avec notre voisinage. Tout à fait. Merci à l'auditoire d'avoir suivi cette plongée au cœur du nouveau visage de Montréal. On espère que cette analyse aura permis à tout le monde de mieux comprendre les mécanismes de cette transformation urbaine. Et de nourrir une curiosité continue face à l'évolution de la métropole. À la prochaine!